C'est bon, nous allons attaquer le conseil municipal. Bonjour à toutes et tous. Donc, je déclare ouvert le conseil municipal du 29 septembre 2021. Je vais procéder à l'appel. De France, Virginie. Présent. Bécu, Jean-Nicolas. Vial, Marjorie. Carpentier, Gilbert. Lamotte, Diane. Frey, Max. Naudin, Viviane. Beltrando a donné procuration à Pierre-Yves Chabot. Maurusi, Coquelin, Marie-Christine. Viette, Anne-Marie. Ok, Marina, elle a 5 minutes de retard. Elle va arriver. Tarigny, Alain, de même. Vandevoort, Marc. Calderon, Brigitte. Dallès, Martine. Bommelé, Patricia. Dias, Laurent. Bosselu, Cyril. Chabot, Pierre-Yves. Coquilla, Ludovic. Delot, Virginie. Marité Fournier a donné procuration à Mme Bontoux. Domanico, Evelyne. Pignol, Claude a donné procuration à Evelyne Domanico. Bontoux, Jocelyne, pardon. Ansarguès, Patrice a donné procuration à Mme Costiou. Orjas, Jérôme a donné procuration à Mme Bontoux. Et Costiou, Pascal. L'appel est fait. La désignation de la secrétaire de séance, c'est donc la plus jeune, c'est toujours, et pour un moment, Virginie Delot. Tarigny est présent. D'accord, ok, c'est noté. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des remarques? Madame Bontoux. Alors, toujours quelques coquilles, bien sûr, et il manque certaines de nos questions qui demeurent sans réponse. Par exemple, ceci me donne l'occasion de revenir sur la décision numéro 11 concernant le projet de PMI, le Programme national pour l'alimentation, s'élevant à 177 735 €. Donc, demande de subvention a été faite avec un reste à charge de 53 300 € pour la commune. N'ayant pu être éclairé sur ce projet la dernière fois, vous m'aviez promis une réponse au prochain conseil. Donc, je vous en fais la demande et je souhaite que soit retranscrit au PV la question et la réponse, s'il vous plaît. Nous allons vérifier. Si c'est le cas, il y aura votre question et la réponse vous sera donnée. Donc, à ce motif que le PV n'est pas toujours très fidèle et qu'on n'a pas de réponse en ce qui me concerne, je m'abstiendrai. Ok, c'est noté. Nous allons procéder au vote alors. Qui est contre? C'est pas le vote, n'est pas enclenché. Votez la main levée. Qui s'abstient? C'est pas grave, on note. Les trois avec les procurations. Donc, le procès-verbal est adopté en tenant compte de la question que vous venez de poser. Présentation des décisions prises par le maire par délégation au conseil municipal. Donc, je vais vous lire les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Il y a la décision 14-2021 pour l'achat d'une concession 1115-1115 du cimetière communal. La deuxième, c'est une décision de 15-2021, formation d'un surveillant de baignade, Stéphanie Bérenguier. La décision 16-2021, c'est la formation d'un surveillant de baignade, Brian Devastre. La décision 17-2021, c'est une demande de subvention à la CAF pour le cofinancement d'un logiciel enfance scolaire permettant la dématérialisation des inscriptions au service du CML. Allez-y. Voilà. Au sujet de la décision
15 et 16. Vous avez signé 2 formations de surveillants de baignade pour Stéphanie Berenguer et Brian Devestre. Alors, une à hauteur de 220 € et l'autre à hauteur de 400 €. Qu'est-ce qui justifie ces tarifs différents? D'accord. Alors, un, c'est un renouvellement et l'autre, c'est une initiation totale. Merci. C'était pas écrit. Alors, décision 18-2021, demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale pour le cofinancement de l'achat d'un logiciel à enfance scolaire. La décision a été annulée entre-temps. La 18B 2021, c'est l'achat d'un logiciel enfance scolaire à la société Agora Plus, annule et remplace la décision 18-2021 suite à une erreur d'intitulé. Décision 19-2021, demande de subvention au conseil départemental au titre de Provence numérique, informatisation de la bibliothèque. Décision 20-2021, c'est une demande de subvention au conseil départemental au titre de l'aide aux travaux de proximité pour l'aménagement d'une aire familiale de loisirs. Décision 24-2021, demande de subvention auprès du conseil départemental au titre de Provence numérique pour le cofinancement d'un logiciel enfance scolaire permettant la dématérialisation des services du CML. Décision 25-2021, signature d'un contrat avec la compagnie Live Concept Production pour la représentation du spectacle Contraste Tour 2021 qui aura lieu le lundi 21 juin 2021 à 19h, place du Marché. C'est l'intitulé de la décision, c'est pas que ça a eu lieu ou pas. Décision 26-2021, demande de subvention auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre de l'aide aux travaux de sécurité routière pour l'installation de radars pédagogiques. Décision 27-2021, demande de subvention auprès du conseil départemental au titre de Provence numérique, continuité pédagogique, socle numérique des écoles. 28-2021, signature d'un contrat avec la société Concept Spectacle Production pour l'organisation d'un spectacle pyrotechnique qui aura lieu le mardi 14 juillet 2021 au complexe sportif, sachant que ce spectacle sera reporté pour des raisons que vous connaissez, le Mistral. Décision 29-2021, demande de subvention auprès du conseil départemental au titre de l'aide aux équipements de la sécurité publique, extension et maintenance du système de vidéoprotection, deuxième tranche. Décision 42-2021, achat de columbarium au numéro 3256P dans le cimetière communal. Décision 43-2021, adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine. Ça ne s'affiche pas, donc je ne vois pas. Oui, mais hop. Allez-y, allez-y. Voilà. Je voulais juste savoir si les décisions étaient prises dans un ordre chronologique. Parce que nous avons une décision, la décision 26, qui date du 19 juillet. Par contre, la décision 27, elle est du 10 juin. Donc, je ne sais pas comment le compte est fait. Voilà. C'est pas un ordre chronologique, c'est à partir du moment où on a instruit les décisions. Oui, mais elles sont signées. Une est signée, voilà. Du 19 juillet, enfin, c'est pas dans l'ordre. Hein. Non, il n'y a pas d'ordre. Hein, voilà. Et la même chose au sujet des décisions, nous passons de la décision 29 à la 42. Pourquoi autant de trous dans la numérotation? Toutes de 29 à 42, elles sont en attente du contrôle de légalité. Donc c'est pour ça qu'il y en a une dizaine qui sont... 13. Et alors, je ne sais plus où vous en étiez, mais sur adhésion à la Fondation du patrimoine. Voilà. Sur la 43, à quoi sert la Fondation du patrimoine? La Fondation du patrimoine, c'est ce que tout le monde connaît. C'est une association qui a été montée
sur le plan national, dont la représentante région PACA, c'est Mme Belon, qui justement est là pour faire mettre en avant tout le patrimoine que nous avons sur la commune, qui part du château des Julans et autres, pour lequel nous pouvons obtenir des subventions de la part de l'État, voire même du loto dédié au patrimoine. Et dans cette association, il y a le président et Stéphane Bern sur le plan national. Et nous, on peut faire mettre en valeur aussi notre patrimoine historique, puisqu'on a un patrimoine fort historique chez nous, dans notre commune, qui n'est ne serait-ce que la chapelle Saint-André, mais le château des Julans, la chapelle des Julans surtout, et aussi toute l'histoire des cimenteries, etc. Nous, on a tout intérêt à adhérer avec ces gens pour obtenir une subvention pour réhabiliter justement ces sites et les mettre en valeur. Nous sommes d'accord, mais adhérer à la mi-septembre au titre de l'année 2021, c'est peut-être... Parce que l'adhésion coûte 300 €. C'est pour ça, oui. Voilà. Alors 300 €, c'est simplement pour commencer à entamer quand même l'adhésion en 2021, pour qu'on puisse prolonger notre adhésion en 2022 et continuer les années futures. Simplement, nous avons fait les rencontres, nous avons rencontré les gens qui sont les représentants de la Fondation du patrimoine, avec les histoires de Covid, etc., que vous connaissez tous bien. Ça nous a décalé dans le temps. Donc, on a passé un premier semestre sur lequel on n'a pu rencontrer personne. Et moi, j'ai tenu à ce qu'on adhère de suite à la Fondation pour espérer justement l'année prochaine être présent, représenté, pouvoir commencer à déposer des projets. Puisque nous avons des projets, nous avons le château aussi du Marquis. Il y a plusieurs gros projets sur lesquels on peut mettre en avant, malgré qu'ils soient publics ou privés. Donc le Covid nous a décalé dans le temps, et là je vous garantis qu'on n'y est pour rien. Ce n'est pas une volonté de nuire à la commune, c'est simplement qu'on avait décidé d'adhérer, et l'adhésion vient de tomber là maintenant. Voilà, c'était juste adhérer en fin d'année au titre de 2021. L'important pour nous, c'est de pouvoir adhérer pour être prêt au 1er janvier, puisque les décisions gouvernementales sur les réhabilitations des sites se font dans le premier semestre 2022 de chaque année. Donc, si on entame la procédure d'adhésion l'année prochaine, on va manquer l'année 2022, et à partir de là, on sera exclu pour l'année 2022. Donc, l'intérêt pour nous, c'est d'être présent dès cette année pour être au 1er janvier de l'année prochaine, déjà en course pour essayer d'obtenir des crédits, des subventions sur notre patrimoine. Décision 44-2021, signature d'un avenant au contrat de rédacteur des supports de communication. Décision 45-2021, signature d'un avenant au contrat de conseil en stratégie de communication. Décision 48-2021, signature d'un contrat d'acquisition annuelle de modules CAR, alors ça, je ne sais pas comment dire, dans le cadre de la dématérialisation de l'application des droits de sol. Y a-t-il des questions? Puisque vous me proposez la question, est-ce que vous avez recruté le remplaçant de Madame Devers au service urbanisme? Les recrutements sont en cours. Son poste était inscrit sur la plateforme, donc à partir de maintenant, il y a des candidatures qui arrivent et la sélection est en cours d'être faite. Merci. En fonction des candidatures. Diane Lamotte, adjointe. Bonsoir à tous. Alors, les conventions d'objectifs et de financement par la Caisse d'allocation familiale jusqu'alors applicables font l'objet d'évolutions. Si jusqu'à présent il existait 2 conventions qui couvraient le financement de la Caisse d'allocation familiale pour les enfants de l'âge de 3 ans, entrés à la maternelle, à leur majorité, tant qu'ils étaient dans le système scolaire, ce dispositif évolue désormais par la création d'une 3e convention. Le dispositif est donc désormais le suivant. Une convention d'objectifs et de financement de la CAF pour les accueils extrascolaires couvrant les enfants âgés de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires. Une convention d'objectifs et de financement de la CAF pour les accueils périscolaires couvrant les enfants âgés de 3 à 12 ans en période scolaire, accueil du matin, du midi, du mercredi, après-midi et du soir. Une convention spécifique nouvelle pour les accueils adolescents, Carrefour Jeunes, couvrant le périmètre des enfants scolarisés de leur entrée au collège jusqu'à leurs 18 ans. Cette délibération présente les évolutions de la convention d'objectifs et de financement de la CAF pour les accueils extrascolaires. La convention extrascolaire pour les accueils d'enfants d'âge élémentaire reste inchangée, mise à part sur les conditions financières retenues, à savoir l'option 2,
Celle-ci finance les accueils de loisirs, des vacances, au forfait journée et demi-journée. En revanche, le taux horaire de financement passe de 0,549 à 0,579 €. Pour mémoire, le financement pour l'année 2019 s'est élevé à 25 713,92 € et pour 2020 à 24 932,92 €. Cette baisse de 780 € est due à la baisse de la fréquentation liée à la crise sanitaire. Non, 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 mais en même temps, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus sur les conventions CAF. Passage au vote. Nous passons au vote. Du coup, j'en remets une couche après. Moi, ça marche. Nos écrans ne sont pas éclairés en position de vote. Ah oui, il faut appuyer. Il faut lever la veille. C'est ta procuration, toi? Alain, il faut que tu votes pour Marina à côté de toi. Donc, le vote est à 100% pour le oui. Délibération 41-2021, convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour les accueils périscolaires. Rapporteur Diane Lamotte. C'est bon. Si je peux me permettre, vous l'avez tous sous les yeux, les premiers paragraphes sont exactement la même chose que le précédent puisque c'est la convention. Je vais lire à partir de la suite qui change pour cette partie-là de la convention pour les adolescents. Ça évitera la redondance. Cette délibération présente les évolutions de la convention d'objectifs et le financement de la CAF pour les accueils périscolaires. La convention périscolaire pour les accueils d'enfants d'âge élémentaire concerne les temps d'accueil du matin, du soir et les mercredis. Cette convention prend aujourd'hui en compte le temps périscolaire de la pause méridienne sur 1h30, ainsi que la bonification du plan mercredi de l'ordre de 6 000 € par an. L'option de financement retenue est faite sur la présence réelle d'un enfant sur une activité donnée, avec un calcul maximum de 9 heures par jour. Le taux de financement reste inchangé, à savoir 0,549 € par heure et par enfant. Pour mémoire, pour l'année 2019, le montant versé par la CAF s'établit à 24 806,18 €. En 2020, celui-ci était de 24 385 025 centimes. La différence est de 420,93 €, toujours liée à la crise sanitaire. Passage au vote. C'est bon, 100% des votes pour le oui. Délibération 42-2021, convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour les accueils d'adolescents. Diane Lamotte, rapporteur. Alors, idem que la précédente, la majorité concerne ce changement de convention en 3 parties. On va faire que la fin. Cette délibération présente les évolutions de la convention d'objectifs et de financement de la CAF pour les accueils adolescents, collégiens et lycéens, jusqu'à leur majorité. Cette convention concerne le temps d'accueil des mercredis, vacances scolaires et séjours. L'option de financement retenue est faite sur la présence réelle d'un enfant sur une activité. Le taux de financement a fortement évolué, passant de 0,549 € par heure et par enfant à 0,858 € par heure et par enfant. Passage au vote. Ça va venir. J'ai été trop rapide. Ouais, mais tout ça, c'est pareil. 100% pour le oui. Alors, délibération 43-2021, convention de partenariat scolaire avec la piscine Cap-Provence, rapporteur Alain Tarini. Monsieur le maire, chaque année scolaire, il est nécessaire de signer une convention tripartite entre la commune, la métropole Aix-Marseille-Provence et la société Vert Marine, gestionnaire de la piscine Cap-Provence de Cassis. Ce dispositif mis en place dans le cadre de la natation scolaire
et validée par l'inspection de l'éducation nationale, bénéficie aux enfants des écoles de la commune, soit cette année 8 classes. L'apprentissage de la nage est un élément essentiel dans la prévention des accidents en piscine et en mer, et c'est obligatoire dans le système scolaire. Dans le cadre de cette nouvelle convention, de nouvelles modalités d'annulation sans frais garantissant la participation financière de la commune ont été intégrées. L'annulation 10 jours avant la séance sans facturation et autant de fois que nécessaire au cours de l'année. L'annulation 2 jours avant la séance sans facturation dans la limite de 4 fois par an. Madame Bontous, vous voulez la parole? Oui, une petite question de précision. Les CM2 ne sont pas concernés cette année pour 5 séances minimum d'habitude. Est-ce que c'est une volonté de l'école? Les choix pédagogiques appartiennent à l'école, premièrement. Et deuxièmement... De ma question. Oui, les choix pédagogiques appartiennent à l'école. Mais deuxièmement, il y a des règles dans le système scolaire et des priorités qui sont données aux grandes sections de maternelle, au CP et au CE. Au CE. Donc, voilà. Passage au vote. Marie-Christine. « 100% pour le oui. Délibération 44-2021, présentation du rapport annuel 2019-2020 Sodexo. Rapporteur Alain Tarini. Merci, Monsieur le maire. L'article L3131-5 du Code de la commande publique prévoit que le délégataire produit chaque année à l'autorité concédante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession, une analyse de la qualité de service. Ce rapport permet à l'autorité concédante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Le rapport si annexé remis par la société Sodexo, titulaire de la concession de service public de la restauration scolaire, met en évidence les actions menées pendant l'année. Le conseil municipal doit donner acte à Monsieur le maire de la présentation de ce rapport, qui, je le signale, évidemment, est un rapport un petit peu différent des autres années, cause Covid, bien sûr. Y a-t-il des questions? Madame Bontoux. Oui, juste une précision. Pour avoir consulté le rapport Sodexo, à la page 29, il est stipulé que nous servions en cette période 2019-2020 un plat végétarien tous les 2 mois. On était déjà dans le cadre de la loi Egalim et on servait un repas végétarien par semaine. Non, il n'est pas mentionné à la page 29 qu'on conserve un repas tous les 2 mois. Alors, est-ce que tu l'as lu? Bien sûr. Eh bien, reprends-le, s'il te plaît. Et page 29, il est marqué un repas végétarien tous les 2 mois. Non, Madame Bontoux, vous faites une confusion entre plusieurs choses, les repas bio, les repas végétariens. Non, végétarien. Arrêtez de me dire non, je l'ai vu, je l'ai lu, consultez. Oui. Je ne peux pas ouvrir là pour l'instant. Bon, on passe au vote du rapport de toute façon, hein, ça ne changera pas le problème. Le rapport est adopté à l'unanimité. Délibération 45-2021, accueil des jeunes volontaires en service civique pour une demande d'agrément. Rapporteur Virginie de France. Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, qui souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public. Ce dispositif s'inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse innovante en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s'engager dans des projets d'intérêt général leur permettant de devenir des citoyens acteurs d'un meilleur vivre ensemble, favorisant la cohésion nationale et la mixité sociale. Les jeunes volontaires accomplissent une mission d'intérêt général d'au moins 24 heures hebdomadaires.
Les missions sont orientées auprès du public et principalement sur le terrain et encadrées par un tuteur désigné au sein de la structure d'accueil. L'objectif de l'engagement de service civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l'ampleur des défis sociaux et environnementaux et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d'engagement dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance, en compétences et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir tant citoyen que professionnel. Il a également pour objectif d'être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toute origine sociale et culturelle pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. Y a-t-il des questions? Monsieur Pécu? Oui, je voulais juste savoir, on a déjà choisi la personne qui va chapeauter, si on reçoit l'agrément, qui va chapeauter ces jeunes? À ce jour-là, au moment où on se parle, on est en phase d'obtenir l'agrément. Donc, c'est pas simple à avoir un agrément. Donc, surtout de ce niveau-là. Donc, à ce jour, on ne va pas se mettre en route une procédure, sachant qu'on n'a pas encore l'agrément. Le jour où l'agrément viendra, on organisera la gestion au niveau RH pour s'occuper de ces jeunes. Mais à ce jour, on en est en phase d'agrément et c'est très long et c'est un travail fastidieux. Monsieur Frey, oui. Effectivement, on est en phase d'agrément, mais ce qu'il faut relever sur ce sujet, je pense, c'est la philosophie et la grandeur de ce nouveau projet. Aujourd'hui, effectivement, les équipes administratives travaillent pour avoir l'agrément, et moi je ne retiendrai que, effectivement, le civisme et le partage que peut amener ce type de projet. Passage au vote. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 46-2021, participation au capital de la SPL Soleam, par moi-même. La commune de Roquefort-la-Bédoule souhaite développer son territoire et à ce titre compléter les outils opérationnels d'aménagement dont elle dispose pour mener à bien les projets complexes nécessitant une assistance adaptée. La société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise, Soleam, est une société publique locale qui a pour objet de mener des actions et ou opérations exclusivement sur le territoire de ses actionnaires et pour leur propre compte. La participation de la commune permettrait de se doter d'un outil immédiatement opérationnel auquel des missions pourraient être confiées sans mise en concurrence, en cohérence avec sa stratégie de développement et sous son contrôle. Cette prise de participation s'élèverait à 10 600 €, soit 0,21% du capital, et s'opérerait par la cession d'actions de la commune de Cassis à la nôtre, à hauteur de 106 actions d'une valeur numéraire de 100 € par action. Elle permettrait à la commune de disposer d'un siège au conseil d'administration de Soleam et d'être représentée aux assemblées générales des actionnaires. Pour représenter la commune au conseil d'administration et aux assemblées générales de la Soleam, il est proposé au conseil municipal que j'agisse en tant que représentant titulaire et M. Marc Vandevoort en tant que représentant suppléant. Y a-t-il des questions? Oui. Madame Domanico. Bonsoir, Monsieur le maire. J'aurais voulu savoir quelle est votre motivation pour siéger au conseil d'administration et quel est l'intérêt pour notre commune. Quel en est l'intérêt? Alors, siéger au conseil d'administration de Soleam est très important puisque les décisions qui vont être prises pour la Soleam sont délibérées en conseil d'administration. Donc chacun, au même titre que Marseille, a un représentant, par exemple, qui a le même pouvoir que Marseille en termes de vote. Et donc, c'est très important pour la Roquefort-la-Bédoule d'être représenté. L'avantage d'adhérer à Soleam, c'est un avantage qui a plusieurs, on va dire, visages.
C'est que le premier, c'est déjà une SPL qui est métropolitaine. D'accord? Donc la métropole Aix-Marseille peut être un support aussi technique en termes d'eau, d'assainissement, de voirie, de propreté, etc. Et Soleam est un acteur important auprès de la métropole. En qui plus est, Soleam a des compétences déjà reconnues dans le monde de l'école, par exemple, puisqu'ils ont fait pas mal de gros chantiers, de grosses écoles en dehors de Marseille, puisqu'on ne focalise que sur Marseille, mais il n'y a pas que Marseille dans la métropole. Par exemple, la place de Carnoux, c'est Soleam qui l'a menée. Le centre-ville de Carnoux, c'est la réhabilitation. Le centre-ville de Cassis, c'est Soleam qui l'a mené. Donc Cassis vend ses parts parce qu'elle a terminé, on va dire, les gros chantiers qu'elle avait entrepris et dont Soleam était l'assistant maître d'ouvrage. Voilà, donc nous, on a choisi Soleam pour aller vite, pour avoir un appui technique rapide, pour ne pas perdre de temps à mandater chaque fois des assistants maîtres d'ouvrage. Ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de disposer d'une compétence et ça nous permet aussi d'avoir un support métropolitain qui est quand même à nos jours très, très important. Monsieur le maire, ce qui me gêne un peu, c'est sans concurrence. La concurrence a toujours du bon. Et puis, j'aurais voulu savoir pourquoi 10 600 €. Je trouve que c'est un peu cher. 10 600 €, le jour où la ville de Roquefort-la-Bédoule aura terminé ses missions, de fait, elle revendra ses actions comme vient de le faire Cassis. Et il y aura, on trouve, sans doute quelqu'un qui rachètera les parts de Roquefort-la-Bédoule. Puisque, si vous voulez, les parts existent, mais elles sont aujourd'hui figées dans des communes. Il y a certaines communes. Dans les communes qu'on connaît autour de nous, il y a Gémenos, il y a La Ciotat, qui dispose de... Et il y avait Carnoux et il y avait Cassis. Donc, une fois les gros travaux terminés, ils ont revendu leurs parts. Donc pour nous, l'enjeu, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un enjeu qui est très important. Alors sans concurrence, c'est facile. Bon, moi qui pratiquais un peu les assistants maîtres d'ouvrage, chaque fois qu'on va décider de lancer un gros projet, il va falloir passer par une phase concurrentielle, sur une tarification, pas sur une compétence. Puisque les assistants maîtres d'ouvrage, au départ, c'est qui prend le moins cher, etc. Ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'éviter une procédure. Voilà. Est-ce que, monsieur le maire, vous allez procéder comme ça avec tous les projets, avec la Soleam? Non, les projets les plus lourds qu'aujourd'hui nous avons à gérer, en l'occurrence le projet de la nouvelle école, qui celui-là est un méga projet. Donc si on ouvre, déjà nous allons passer par un concours d'architecte, c'est obligatoire, mais si en plus il faut passer par un concours d'assistant maître d'ouvrage, l'école, je pense que mes petits-enfants, ils la connaîtront peut-être pas encore. Je pense qu'il faut gagner du temps. Donc, Soleam, c'est un appui technique important sur lequel il y a de la compétence puisqu'ils ont travaillé sur déjà d'autres projets, ils font d'autres écoles qu'on peut aller visiter aussi. Ça nous permettra aussi d'avoir des idées et surtout de faire des écoles qui soient aujourd'hui, on va dire, peu gourmandes énergétiquement. Enfin, il y a des choses à travailler dessus. Donc, Soleam a largement les compétences. Moi, j'ai travaillé avec eux sur des projets à Marseille. C'est une entreprise qui est décriée. Certains ont pu voir des articles qui sont un peu compliqués à lire, mais ils n'ont fait qu'appliquer ce que les choix municipaux. Ils n'ont rien inventé. Hein. Si on leur dit qu'il faut refaire une rue là où il n'y a personne qui ne va jamais habiter, ce n'est pas leur faute. Si ce n'est que, voilà, donc ils ont des gros projets. La zone du Caire a été faite par Soleam. Soleam est l'ancien Marseille Aménagement. Donc, voilà, donc on a déjà à la Bédoule travaillé avec Marseille Aménagement à l'époque, pour l'extension de la zone. Donc aujourd'hui, nous, on rentre dans le capital pour une durée déterminée. Et puis, quand on n'en aura plus besoin, comme l'a fait Cassis, puisque Cassis a réhabilité son centre-ville, a tout rénové, donc Cassis a décidé d'en sortir. Voilà. Et il récupère l'argent qui a été investi. Merci. Monsieur le maire, je complète en disant que simplement la Soleam va nous aider à monter le dossier de la construction de l'école, à monter les concours. Et ensuite, c'est nous qui choisissons quand même. Nous gardons la maîtrise des choses. Merci de m'avoir écouté. Le point le plus important, c'est comme vient de le dire Alain Tarini, c'est qu'à un moment donné, quand même, Soleam nous accompagne. Mais Soleam ne décidera à aucun moment pour la ville de Roquefort-la-Bédoule. D'accord ? Le cahier des charges, quand il va être écrit sur la nouvelle école, c'est un accompagnement qu'on a. C'est ni une aide à la décision, ni une décision qui sera prise à la place des élus de Roquefort-la-Bédoule. Est-ce que ces 10 600 €, vous les avez budgétisés?
Oui, les 10 600 € ont été budgétisés. Très bien, d'accord. Passage au vote. Oui, 21, 7, abstention. Qui manque? Moi? Oh, pardon. Je vais bien, moi. Alors, délibération 47-2021. Modification numéro 1 du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence. Avis du conseil municipal avant approbation. Rapporteur Virginie de France. La métropole Aix-Marseille-Provence a engagé la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme intercommunal couvrant le territoire Marseille-Provence par délibération du Conseil de la métropole en date du 15 décembre 2020. Cette modification concernait pour l'essentiel la correction d'erreurs matérielles du PLUI approuvé le 19 décembre 2019. Le Conseil municipal doit se prononcer favorablement au projet de modification numéro 1 du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence. Alors pour compléter ce dossier, puisque c'est le plan local d'urbanisme, certains vont croire que c'est une révision du plan local d'urbanisme. C'est ni plus ni moins qu'une modification à la marge. Sur 108 modifications demandées par la métropole sur le plan local d'urbanisme, 53 sont sur Marseille et le reste sur l'ensemble de la métropole. Et Roquefort-la-Bédoule n'a aucune modification apportée sur la modif numéro 1. D'accord? Donc nous ne sommes pas concernés par cette modification numéro 1. C'est donc véritablement une modification à la marge. C'est des modifications des coquilles qui se trouvent sur le PLUI qui a été lancé en 2020 et pour lequel la métropole a apporté certaines corrections. C'est la modification la plus basique qui puisse exister. Il en existe 108 modifications demandées, je vous le rappelle, 53 sur Marseille, le reste sur l'ensemble de la commune, de la métropole, mais rien sur Roquefort-la-Bédoule. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas une révision du PLU. On en est loin. Passage au vote. Vous voulez... Délibération 48-2021. Dispositif d'aide à l'embellissement des façades et des paysages de Provence. Attribution aux particuliers. Rapporteur Virginie de France. La commune, par délibération numéro 48.2019, a procédé à l'adhésion au règlement départemental d'attribution de la subvention Opération Façade dans le cadre du nouveau dispositif Aide à l'embellissement des façades et paysages de Provence du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. En 2021, une déclaration préalable de travaux numéro DP 01 30 85 21 A 0010 a été déposée et acceptée par arrêté numéro ARR URB 36 2021. Cette déclaration préalable entre dans le périmètre couvert par le dispositif Aide à l'embellissement des façades et des paysages de Provence. Le pétitionnaire a rencontré l'architecte conseil de la commune et son dossier est éligible à l'attribution d'une subvention. Le dispositif prévoit une subvention communale de 50% du montant des travaux, soit 15 950 €. La commune, dans le cadre de ce dispositif, sera elle-même subventionnée par le département à hauteur de 70% du montant de sa contribution, à savoir 11 165 €. Il existe donc un reste à charge pour la commune de 4 785 €. Une telle opération répond aux objectifs de valorisation et d'embellissement du centre-ville de la commune.
Monsieur Bécu. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'endroit où se passe cet embellissement? C'est sur l'avenue Girardelli. 22 avenue Marius Girardelli. Passage au vote. La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération 49-2021. Cette délibération est retirée en séance. Retirée en séance, pourquoi? Parce qu'on n'a pas obtenu les documents nécessaires que devait nous fournir la métropole concernant cette vente. Donc, on a préféré ne pas s'engager dans quelque chose qui serait un peu compliqué à gérer par la suite si des fois la métropole ne confirme pas ce que nous attendons d'eux. Donc, nous avons préféré la retirer, la présenter au prochain conseil municipal. Délibération 50-2021. Liquidation du syndicat intercommunal du CES Les Gorguettes, décision modificative numéro 1 du budget supplémentaire 2021. Nous en avons déjà parlé, mais il faut en reparler. Donc, c'est Max Frey qui va nous raconter l'histoire. Merci, monsieur le maire. Donc, le rapporteur rappelle que lors de sa séance du 26 mai 2021, le conseil municipal a approuvé le budget supplémentaire pour l'exercice 2021 afin de procéder à une régularisation suite à la dissolution ou liquidation du syndicat intercommunal du collège Les Gorguettes. Et conformément à l'arrêté préfectoral du 11 mars 2021, il convient de prévoir une modification du budget supplémentaire voté par le conseil municipal du 26 mai 2021 et procéder au reliquat de trésorerie pour un montant de 1 503,74 € répartis entre les communes membres comme suit. Caen-Aix-en-Provence 501,25 €, Cassis 501,24 € et Roquefort-la-Bédoule 501,25 €. L'affectation de ce résultat comptable se traduit par un crédit inscrit sur le compte 002, résultat de fonctionnement reporté, section de fonctionnement sans recette, et un débit inscrit sur le compte 0022, dépenses imprévues, section de fonctionnement, sens des dépenses. Y a-t-il des questions? Passage au vote. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 51-2021, reprise partielle des provisions pour risques et charges exceptionnelles, intérêts moratoires, clôture du dossier des charpentiers de la Corse, décision modificative numéro 2 du budget supplémentaire 2021. Rapporteur, monsieur Max Frey. Donc, il a rappelé que par la délibération, oui, c'est ça. Que par la délibération de date du 26 mai 2021, le conseil municipal a émis un avis favorable à la reprise partielle de la provision des 62 540 €, en raison de l'ordonnance de référé rendue le 26 mai 2020, par laquelle le président de la 6e chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune de Roquefort-la-Bédoule a versé à la société Les Charpentiers de la Corse le solde de 28 452,12 €. Les services de la préfecture rappellent que la Cour administrative d'appel de Marseille a également ordonné, en son article 1er, que depuis le 28 juillet 2018, des arrêtés moratoires ont couru. Et ils se décomposent comme suit pour la période du 28 juillet 2018 au 1er octobre 2021. 47 736,18 €, provision d'acompte sur travaux numéro 7 avec intérêt au taux de 8% et 44 015,93 €, provision pour acompte sur travaux numéro 8 avec intérêt au taux de 8%, soit un total de 17 660,85 €. Il est donc
proposé aujourd'hui de procéder à la reprise partielle de la provision restante, 34 088 prévue au chapitre 68 du budget, et en inscrivant la somme de 17 660,85 représentant les intérêts moratoires auxquels nous avons été condamnés au compte 78-75, reprise sur provision pour risques et charges exceptionnelles du budget supplémentaire de l'exercice 2021. Je précise en outre, que bien évidemment, ceci avait été budgété. Pour rajouter sur ce dossier, c'est simplement qu'on a été condamné à des intérêts moratoires qui courent. Et ces intérêts en courant, ça fait une somme. Donc nous avons décidé d'arrêter cette affaire, enfin d'arrêter au moins ces intérêts, tout en sachant qu'on peut quand même, si on le souhaite, reprendre la procédure. Ce n'est pas une clôture définitive, mais simplement pour éviter de donner de l'argent pour rien, puisque nous avons été condamnés à 2 fois 8%. Y a-t-il des questions? Passage au vote. La délibération est adoptée. Modification du tableau des effectifs, modification du tableau des emplois permanents de la commune. Rapporteur, c'est moi-même. Les dispositifs du Code général des collectivités territoriales imposent la mise en place d'un tableau des effectifs mentionnant des grades dans lesquels sont affectés les agents en cas de recrutement et ou de promotion interne. Je propose donc une modification du tableau des effectifs en fonction des avancements de grade au choix ou suite à des réussites d'un examen professionnel, des avancements de grade au titre de la promotion interne suite aux orientations déterminées par les lignes directrices de gestion. Les orientations de gestion du personnel ont été arrêtées après avis du comité technique en date du 29 janvier 2021 et communiquées à l'ensemble des agents. Il convient d'ouvrir 2 postes pour le grade de gardien brigadier de la police municipale. Y a-t-il des questions? Passage au vote. Moi qui n'ai pas voté encore. La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération 53-2021, Convention de partenariat culturel Provence en Seine 2021-2022, rapporteur Pierre-Yves Chabot. Merci, Monsieur le maire. Le département des Bouches-du-Rhône s'est engagé depuis de nombreuses années dans le soutien et la mise en œuvre de multiples actions, dont un partenariat culturel pour les communes de moins de 20 000 habitants. Il propose, au travers d'une convention, un accompagnement administratif, une expertise artistique et un panel de spectacles vivants, nous faisant bénéficier d'un taux de remise de 60 à 80% pour le catalogue Provence en Seine Plus. La participation annuelle du département pouvant aller jusqu'à 17 000 € sur un ou plusieurs spectacles, cette convention permettrait à la commune de proposer la diffusion de spectacles vivants à des tarifs très attractifs. Le conseil municipal doit approuver la convention et autoriser Monsieur le maire ou son représentant. Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Il y a une question diverse. Présentation d'un projet sans vote en cours d'élaboration pour le conseil municipal de novembre. Le conseil municipal des jeunes. Présentation Alain Tarini. Le maire, conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale, nous avons décidé la mise en place d'un conseil municipal des jeunes. Cette mise en place a été retardée évidemment par la période Covid et c'est toujours aujourd'hui assez difficile de pouvoir réunir les élèves pour leur donner l'information, faire une campagne électorale puisqu'il y aura des candidatures et organiser une élection. Mais
on s'y attelle et on essaye de trouver le moyen de mettre en place ce conseil municipal des jeunes. Il sera élu, les conseillers municipaux seront élus parmi les élèves de CM1, CM2 et de 6e, 5e pour une période de 2 ans. Ensuite, le fonctionnement sera déterminé avec les membres eux-mêmes du conseil municipal, mais l'option qui est prise aujourd'hui, qui est envisagée aujourd'hui, est qu'il n'y ait pas d'adjoint, de maire et de choses et de statuts différents, mais simplement 24 conseillers municipaux qui seront répartis en fonction de leurs souhaits sur les dossiers qu'ils ont envie de traiter, avec l'aide des agents et des élus de la commune quand ça sera dans leur domaine de compétences. Voilà. Madame Bonto. Dans les questions diverses aussi, une petite précision. Certaines associations ont été déplacées de la salle de l'ex-mairie de Roquefort il y a 1 an, car des travaux devaient être entrepris. Je voulais savoir quand c'était prévu. Les travaux sont programmés, mais comme vous avez pu le constater, on est resté un petit moment sans responsable des services techniques. Donc là, il y a une désorganisation, enfin, une désorganisation. On a géré comme on a pu sans le responsable. D'ailleurs, je tiens à remercier les élus qui ont pu, pendant cette période-là, faire le lien avec les services techniques. Mais bon, ça va être fait, tout va être réglé, tout va rentrer dans l'ordre. Ce n'est pas une volonté de ma part de ne pas réhabiliter les salles de la commune, bien au contraire. Simplement, il faut un peu plus de temps que prévu, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ancien directeur général des services est parti, il a fallu en recruter un autre, et c'est des postes qui ne sont pas simples à recruter. Une autre petite question. En cette période de rentrée, quels sont les effectifs des écoles? De mémoire, 210 à la maternelle. 7 classes? 7 classes, malheureusement, l'ouverture de la 8e classe n'a pas pu être obtenue. L'inspecteur nous ayant répondu que la moyenne de 30, vous entendez bien, hein, 30, était insuffisante pour une ouverture et que nous ne pouvions espérer une ouverture qu'à partir de 31 élèves par classe. Je ne sais pas si vous imaginez, des petites sections de maternelle, et puis les autres aussi, bien sûr. Et l'école primaire, je crois qu'on est à 350 et quelques, mais je ne l'ai pas en tête, je m'excuse. À un près ou deux. Merci. Par la même occasion, la date du prochain conseil municipal? 24 novembre? 24 novembre. Merci. Je vais vous rapporter les questions que vous m'avez posées. Alors, question numéro 1. La population a constaté une absence sensible de la police municipale dans les rues de notre village. En cause, une diminution des effectifs due à des conflits internes, absence de motivation, management hasardeux, arrêt maladie. À titre d'exemple, le chef de la police municipale que vous avez recruté il y a quelques mois, qui est aussi un ex-candidat de votre liste électorale, va finalement quitter ce poste pour incompatibilité avec la hiérarchie. Alors que la commune a dû lui offrir une coûteuse formation professionnelle obligatoire, il s'agit donc d'argent public gaspillé puisqu'il n'y a pas de retour sur investissement. Les conséquences de ces dysfonctionnements et que cela nuit au bon fonctionnement du service public de sécurité locale pour les administrés sont en droit d'attendre qu'il soit efficace. Monsieur le maire, comment justifiez-vous ce management hasardeux et ce conflit d'intérêts? La réponse, la police municipale est présente sur le terrain au quotidien sur son périmètre d'intervention. Nous n'avons pas reçu à ce jour de réclamation spécifique sur la nécessité d'avoir une présence plus importante, sauf sur les réseaux sociaux, sur les pseudos, avec en plus un renforcement des patrouilles de gendarmerie dans les rues de notre village. Néanmoins, depuis septembre 2021, un agent municipal est formé par la police municipale assure un accompagnement en fin de journée à proximité des écoles pour assurer une sécurisation de la sortie.
Sur le second point, je rappelle que l'ensemble des agents doit recevoir une formation dans le cadre de leur parcours professionnel et que les collectivités territoriales provisionnent ces besoins en formation comme les textes le prévoient. Ces formations peuvent être obligatoires ou la demande des agents de la hiérarchie en fonction des besoins. Il n'y a donc aucun gaspillage ni coût supplémentaire pour la commune. Les recrutements, les évolutions de grade, les départs en fin d'émission des agents font partie d'un cycle naturel de la gestion des effectifs avec des règles et des textes applicables en la matière. Je ne peux donc pas laisser qualifier une situation qui fait partie de la vie professionnelle des agents comme le fruit d'un management hasardeux, et encore moins de porter des accusations de conflit d'intérêts, a fortiori lorsque les procédures de recrutement sont respectées. Alors, puisque vous avez mis quand même la barre un peu haut, quand même, hein, moi, je vais vous raconter une petite histoire, parce qu'on a tous des histoires. Hein. Vous savez, j'ai regardé, moi, le passé aussi, avec la police. Parce que vous avez une histoire, et d'ailleurs, il faudra peut-être que je vienne vous voir pour savoir comment on fait, puisque je vois que vous avez été meilleur que moi. Donc, si je prends Madame Audrey Blasco, elle a coûté à la commune, à elle seule, 10 019 €, puisque vous avez remboursé la formation suite à une indemnisation par la commune. Donc, la rémunération, les charges, puisqu'elle est restée plus d'1 an en maladie. Après, si je vois M. Éric Champetier, il a été reconnu d'une maladie contractée au service suite à un conflit interprofessionnel. La rémunération brute s'est élevée à 81 206 €. Ça, c'est pas moi qui étais maire, c'était vous. Donc, quand on m'accuse de conflit d'intérêts, quand vous mettez la barre en disant que oui, on a recruté un policier municipal, il a été mon colistier, c'est vrai, mais comme vous l'aviez dit, hein, il y a des gens qui ont voté pour moi, donc ils ont quand même le droit d'être ce qu'ils sont. Cette personne-là ne fait pas l'affaire pour des raisons X ou Y, donc j'ai pris la décision de m'en séparer, malgré qu'il ait été mon colistier. Donc c'est, je pense, une décision courageuse de la part des services municipaux de reconnaître quand la personne ne fait pas l'affaire et de lui permettre d'aller peut-être opérer ailleurs. Donc sur cette affaire-là, comme vous l'avez vu tout à l'heure précédemment, j'ai proposé le recrutement de 2 policiers municipaux, un qui va arriver au mois de novembre, et le reste, le prochain arrivera en début d'année prochaine. De façon, le premier, c'est pour remplacer Léo qui est parti une année sabbatique vers une autre mission à l'étranger. Et le second, c'est un poste qu'on a ouvert. Donc voilà, donc c'est malheureux pour vous, mais il ne faut pas trop donner de leçons sur la police municipale parce que vous aussi, vous avez eu vos gamelles. Monsieur Bécu. Monsieur le maire. Normalement, il n'y a pas trop de. C'était juste pour ajouter, juste pour rappeler que la personne dont on parle, pour les gens qui nous écoutent, est un policier de la police nationale et que donc le fait que vous l'ayez recruté, ce n'est pas une lubie qui vous a traversé le cerveau à un moment donné. Il a déjà été sélectionné, formé et recruté par la police nationale, dont a priori on n'a pas de raison de douter de sa compétence. Madame Bontoux, vous voulez rentrer à la police, non? Non, pas encore, j'ai passé l'âge. Je me permets juste de ne pas vous apporter des réponses parce que les questions orales posées par écrit n'amènent pas de commentaires. Ben voilà, mais je me permets. De ton côté. Permettez-moi quand même, quand vous m'accusez de certaines choses, de pouvoir vous répondre. C'est pas moi personnellement. Ouais. Bon, alors après, les commissions sont-elles toujours actives quand se réuniront-elles à nouveau? La réponse est encore moi qui vous la donne. Nous regrettons que la crise sanitaire n'ait pas favorisé la tenue de commissions municipales, mais nos forces ont été mobilisées autrement. Effectivement, une cellule Covid a été créée afin de gérer les prérogatives essentielles relatives à la santé de nos administrés. Tests PCR les mardis et vendredis, ouverts à tous, tests pour les enfants depuis la rentrée scolaire en cas de contamination dans une classe, gestion de la fermeture des classes, bus de la vaccination, accompagnement des personnes isolées à la Ciotat pour la vaccination. L'état d'urgence étant en vigueur jusqu'au 15 novembre, nos forces seront accentuées sur la gestion de la crise sanitaire jusqu'à ce que la situation s'améliore.
La commission relative à la DSP Sodexo a été maintenue et les autres commissions se tiendront en fonction des besoins et de l'évolution de la crise sanitaire. Donc les commissions, comme toutes les réunions étaient quand même assez compliquées à tenir, donc les commissions qui pouvaient être décalées ou reportées dans le temps, nous avons préféré les reporter. Patrice Sarguès, il n'est pas là. Ah, allez-y, allez-y. De Bouton. Oui, c'est à propos des commissions. Je sais qu'on ne doit pas faire de commentaires là sur les questions écrites, mais néanmoins, j'ai appris qu'il y avait eu 2 commissions du CCAS. Je remplace Gabriel Zoyo qui faisait partie du CCAS et je n'ai pas été conviée. J'ai vraiment appris ça complètement par hasard, qu'il y avait eu ces 2 commissions. Et donc, je vous ai envoyé un mail ainsi qu'à Madame Naudin. Et à ce jour, voilà. La réponse vous a été faite. C'est simplement, il y a eu comment dire, un dysfonctionnement interne, et je le regrette, et on vous a présenté nos plus plates excuses. Vous avez reçu et vous serez confié aux prochaines réunions du CCAS. Il n'y a rien à cacher au CCAS, bien au contraire. Si vous pouvez si chacun d'entre nous porte des nouveautés intéressantes pour les gens qui sont en délicatesse, c'est bien pour tout le monde. Donc, je m'en excuse ici devant le conseil municipal. La lettre qu'on vous avait écrite n'a pas été transmise comme il avait fallu qu'elle soit transmise au CCAS. J'assume la responsabilité, donc je m'en excuse. Voilà. D'accord. Merci, monsieur le maire. Juste une précision pour répondre à la question sur les effectifs. C'est bien 352, mais enseignants compris, c'est 336 élèves. Question numéro 3. Depuis le conseil municipal du 15 avril 2021, nous vous sollicitons régulièrement au sujet du dispositif participation citoyenne, anciennement voisin vigilant. Où en est-on de ce dossier important pour la sécurité de nos administrés? Le dispositif participation citoyenne est toujours en vigueur sous la responsabilité des référents désignés par quartier. Alors, je vais apporter une précision supplémentaire. Les référents, ce sont toujours les référents que vous aviez nommés vous. Je n'ai changé aucun des référents. Et une rencontre est prévue. Attendez, je suis plus celui-là. Ouais, voilà. Une rencontre est prévue avec l'adjoint de la sécurité, la conseillère municipale déléguée à la démocratie participative et les référents au cours de ce dernier trimestre afin d'actualiser ce dossier. Parallèlement, le major de la gendarmerie de Carnoux a contacté tous les CIQ de Roquefort et de Carnoux et les référents de quartier. 75% d'entre eux n'ont pas répondu. Nous mobilisons également auprès des CIQ, des associations et des syndicats libres de copropriété. D'ailleurs, Mme Costiou, vous le savez pertinemment, que j'ai reçu personnellement tous les syndics de copropriété pour prendre les doléances et pour leur expliquer aussi toutes les problématiques de cambriolage, etc. Présents sur la commune afin de sensibiliser et informer la population sur les démarches d'alerte et de signalement auprès de la police municipale. Donc tout ça pour vous dire, pour en revenir, c'est que le dispositif existe toujours, que les référents qui ont été nommés comprennent une fois pour toutes qu'il ne faut pas mélanger politique et vie de quartier. Ça serait bien aussi que quand la gendarmerie les appelle, ou alors qu'ils aient le courage de présenter une démission et nous, qu'on puisse nommer quelqu'un d'autre. OK? Celui de la gendarmerie. Non, je parle des gens de la participation citoyenne. Je suis référente participation citoyenne. Le major de la gendarmerie de Carnoux nous a contactés. Je n'ai rien reçu. Ah, écoutez. Moi, je suis aussi référente. J'ai eu des mails, mais pas dernièrement. Pas dernièrement. Donc, à ce jour, quand même, pour mémoire, nous avons créé 3 CIQ qui sont aujourd'hui, d'ailleurs, le nôtre sur les Cagniers a été créé, puisque c'est les 3C. Donc, il y a des CIQ qui sont créés. Il y en a un 4e qui va être créé là, le long de l'autoroute. Donc, il y a des CIQ, c'est en train de prendre. Donc, je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si on veut lutter contre l'insécurité dans les quartiers, il va falloir qu'il y ait une vraie mobilisation dans les quartiers. D'où l'intérêt de travailler avec les comités d'intérêt de quartier. D'accord? Donc nous sommes là sur place, on reçoit les doléances, on actionne avec Gilbert et Marc Vandevoort les services d'État de gendarmerie qui nous permettent à nous de faire des patrouilles de nuit, de cibler des quartiers, mais à condition que les référents nous fassent remonter à nous, mairie, les dysfonctionnements dans les quartiers.
Oui, on n'a rien reçu. Je veux dire, on est trois personnes. Je réinterrogerai le major avec Gilbert, on interrogera le major pour savoir, et on l'a eu hier justement concernant les questions, pour savoir où il en était, puisque nous, on a un mandat pour la police, le police judiciaire, c'est quand même la gendarmerie qui le... Et c'est eux qui ont tous les pouvoirs de police, hein, parce que la police municipale a quand même ne peut pas enquêter. Donc il faut que ce soit la gendarmerie. La gendarmerie nous a dit qu'elle avait fait des consultations auprès des gens qui sont inscrits à la participation citoyenne. Donc on va regarder avec eux quel fichier ils ont encore, la gendarmerie. Ça serait bien de prendre le fichier à jour, effectivement. Voilà. Alors, pourquoi il a calé, lui ? Projet de déviation du centre-ville promis par le département dès 2022 a fait l'objet d'une concertation publique il y a plus de 2 ans. Pour le choix tracé, suivi des études techniques, est en cours. Où en est-on de ce projet vital pour désengorger et tranquilliser le centre-ville? Soutenez-vous ce dossier auprès du département? Suite à l'enquête publique dont nous ne possédons pas la suite réservée, j'ai pris personnellement ce dossier en main. Je rencontre le 22 octobre prochain la direction des routes départementales afin de réactiver la poursuite de ce projet de désengorgement du centre-ville et de la prioriser au sein des équipes départementales. Je ne manquerai pas, évidemment, de vous tenir informé de la suite de la situation. Alors la suite, il y en a un petit peu quand même, parce que depuis qu'on a été élu, on a quand même ouvert ce dossier. Vous aviez promis pendant la campagne que ce dossier allait avancer à partir de 2022. Donc j'ai rencontré le directeur des routes du département pour lui poser la question, à savoir à partir de quand les travaux allaient commencer, puisqu'apparemment tout était réglé, tout était acté. Le chantier n'est pas budgété. Il est chiffré, c'est 7 millions d'euros. Et la date la plus proche qu'ils nous ont, éventuellement, si tout va bien, puisqu'il y a un problème, il y a 2 problèmes dont je vais vous expliquer, serait le 1er janvier 2026. Ça, c'est la date dans le meilleur des cas. Sauf que, on a oublié de tenir compte qu'il y avait une conduite de gaz haute pression qui passait dessous. La dernière fois, quand j'ai reçu GRDF, le type, il m'a dit faire passer des camions sur une conduite comme ça, c'est assez dangereux. Donc, eux demandent maintenant à rencontrer les responsables pour éviter cette conduite. Et deuxièmement, il y a un problème de distance réglementaire de la voie qui passe entre 2 maisons et dont la distance ne correspond pas et qu'il faut déroger aux règles pour pouvoir passer la fameuse déviation entre les 2 maisons. Donc, à mon avis, ce dossier, pour être clair avec vous, même si on insiste, c'est un dossier compliqué. Nous ne sommes pas, nous, restés immobiles quand même aussi de notre côté. On a rencontré quand même Vinci Autoroute pour essayer justement aussi de trouver une solution grâce au plateau autoroutier qui traverse notre commune, on va dire malheureusement, puisqu'il crée beaucoup de nuisances, de créer une entrée d'autoroute un peu plus haut avant le pont de la Ciotat, de l'autoroute. Donc le dossier Vinci nous a donné les règles du jeu de façon que nous puissions nous rencontrer le ministère de l'Aménagement du Territoire ainsi que le ministère des Transports pour essayer d'expliquer que ce projet-là serait d'une part moins coûteux et de 2, il permettrait aussi une construction beaucoup plus rapide. Donc le Covid est passé par là, malheureusement. Donc à partir de cette année, enfin, je pense d'ici la fin de l'année, nous allons prendre rendez-vous avec la ministre de l'Aménagement du Territoire pour essayer d'expliquer que cette entrée d'autoroute est une nécessité pour la commune, pour éviter les 6 000 véhicules jour qui la traversent et qui n'apportent rien à la commune. Voilà où on en est aujourd'hui. Et pour aller plus loin dans le dossier, j'ai reçu une fin de non-recevoir de l'implantation de la station-service que vous aviez prévue sur le terrain de Vinci. Vinci nous a répondu qu'il était hors de question de créer une station-service à cet endroit. Donc, on en est là. Et la station-service fait aussi partie des projets que nous avons mis en avant et que nous allons
essayer d'accélérer de façon à créer au moins ce service à la population. Question numéro 5. Monsieur le maire, vous avez annoncé il y a quelques mois votre entière mobilisation auprès du préfet du département pour réduire la vitesse sur la RD 1 entre le hameau de Roquefort et la cave coopérative. Quelles sont vos propositions et la réponse de ces institutions? Rapporteur, c'est Monsieur Carpentier. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous signale qu'il n'y a pas que la vitesse sur la RD1 entre le hameau de Roquefort et la coopérative, mais aussi sur la route de Cassis, La Ciotat et Aubagne. D'ailleurs, nous avons fait poser des plateaux lundi soir, donc lundi dernier, au niveau du passage piéton des Toki, des plateaux berlinois, pour faire ralentir la vitesse, et remplacer le feu rouge par un diamètre 300 au lieu d'un 200 pour être mieux vu et réduire la vitesse. En avril, à la suite de 3 week-ends de contrôle radar par la gendarmerie, j'ai demandé à la direction des routes des panneaux de contrôle radar fréquents et j'attends toujours la réponse. Il ne faut pas être pressé. En mai, j'ai demandé un comptage de vitesse de voitures et motos entre la coopérative et le hameau de Roquefort, mais comme par hasard, ils ont mis le compteur après l'entrée des Bastides. Alors je ne sais pas pourquoi, ils l'ont mis carrément en haut des Bastides. Je viens de recevoir les résultats et ces 80% des véhicules sont dans la norme des 80 km/h. Enfin, j'ai demandé mi-septembre un contrôle de vitesse sur tous les axes de la commune avec comptage. Avec ces données, une réunion publique avec Monsieur le maire, Monsieur le directeur des routes, la métropole et la gendarmerie sera tenue au plus vite pour trouver une solution à ces problèmes récurrents pour la sécurité de tous. Cette mobilisation est plus que jamais d'actualité puisque nous sommes en train d'acquérir trois radars pédagogiques supplémentaires qui prendront dans les deux sens et feront la différence entre les camions, les voitures, les motos à l'horizon 2022. En effet, la commune dispose déjà d'un radar pédagogique mobile que l'on déplace sur 5 fourreaux des axes accidentogènes principaux RD1 et RD 559A. Le matériel supplémentaire va permettre de garder un radar par axe en permanence, en plus d'un radar satellite que la police municipale a. Une demande de subvention a été faite auprès du département au titre des travaux de sécurité publique qui pourra intervenir à hauteur de 80% d'un montant du projet au regard de l'intérêt général que celui-ci présente. Merci. Question numéro 6. Vous aviez promis le strict respect de l'arrêté d'interdiction des poids lourds de plus de 12 tonnes. Il semble que les administrés n'aient constaté aucun changement, voire une détérioration de la situation sur le dossier. Difficile, nous vous l'accordons. Quelles sont vos mesures prises en termes de verbalisation et d'aménagement routier, notamment la création d'aires de retournement en entrée de ville dont vous nous aviez promis la construction dès 2021? Le rapporteur, bon, c'est encore moi. Tout est mis en œuvre pour faire appliquer le strict respect de l'arrêté municipal interdisant la circulation des poids lourds de plus de 12 tonnes sur le territoire de la commune. Dossier difficile, comme vous le rappelez. Une demande de réouverture de la régie d'État a été envoyée au service de la préfecture afin de permettre aux agents de la police municipale de verbaliser tous les camions, y compris les camions étrangers, avec obligation de paiement immédiat. Parce que comme vous le savez, quand on verbalise un camion étranger, on n'est jamais payé. Or que là, avec la régie d'État, on l'empêche, on le mène au distributeur, il retire et il nous paye. Ça, c'est donc, on a fait la demande, ça doit arriver. De plus, un projet finalisé par le département va permettre de créer un rond-point à l'entrée de la zone du Caire, en bas, afin de permettre le contournement de la commune. En plus, qui plus est, pour en rajouter sur ce dossier, il y a une sensibilisation qui a été faite auprès des entreprises de la zone du Caire pour leur expliquer qu'ils expliquent, eux, de leur côté, aux chauffeurs qui les livrent, puisqu'il y a quand même un certain nombre de gros véhicules qui vont aujourd'hui sur la zone industrielle, d'expliquer qu'ils sensibilisent les chauffeurs en disant qu'ils ne montent pas vers Roquefort-la-Bédoule, mais qu'ils redescendent sur Carnoux. Donc certains le font, d'autres ne le font pas. Mais la police municipale verbalise régulièrement des camions qui traversent la commune, mais il y a aussi des choses qui sont un peu paradoxales dans la commune. On ne veut plus de camions, mais on a la déchetterie qui est traversée tous les jours par au moins 10 camions qui vont changer les bennes à la déchetterie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être aussi réfléchir de faire une déchetterie qui ne soit pas en plein centre-ville, puisqu'aujourd'hui, la déchetterie est quasiment dans le centre-ville. Donc ça fait partie des sujets aussi qui sont mis sur la table avec la métropole,
La métropole aujourd'hui a acté, on a même proposé l'endroit pour la faire, de façon que la métropole fasse déjà une déchetterie moderne, qui soit quelque chose d'efficace et qui n'oblige pas les camions à traverser le village à vide, mais aussi à plein. Donc c'est vrai, c'est un dossier compliqué. En plus, il y a eu les déviations qui ont fait que ça a encore compliqué l'histoire, puisqu'il y avait le sens qui avait été arrêté dans le sens Roquefort-Cassis, devant la mairie. Donc là, demain, la route est réouverte. Je pense que les camions, certains aujourd'hui, si on peut les arrêter, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, les effectifs de police municipale sont ce qu'ils sont. La gendarmerie, les effectifs sont aussi ce qu'ils sont, donc on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais tolérance zéro pour les camions qui traversent la commune et qui ne doivent pas la traverser. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Je lève la séance s'il n'y a plus de questions.